Bonjour François de Rugy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Assemblée nationale. Président des riches, quand on demande à François Hollande hier, c'est Yann Barthès qui lui a posé la question sur le plateau de Quotidien, est-ce qu'Emmanuel Macron est le président des riches? François Hollande a répondu non, pas le président des riches, le président des très riches. Il appuie là où ça fait mal? J'ai surtout l'impression que François Hollande cède de nouveau à son péché mignon, qui est celui des petites phrases ironiques, humoristiques. Alors quand il était président, c'était assez pénible, parce que c'était pas tout à fait à la hauteur quand même de la fonction présidentielle. Maintenant, il n'est plus président de la République. Est-ce qu'il cherche un poste de porte-parole du Parti socialiste? Parce que visiblement, c'est un peu ce qu'il fait. Il se place en commentateur, comme souvent, mais en commentateur très critique avec son successeur. Écoutez, la réalité, c'est quand même que François Hollande avait dit « Je veux être le président de l'inversion de la courbe du chômage ». Et sous son mandat, malheureusement, le chômage a régulièrement augmenté jusqu'à la dernière année. Et maintenant, Emmanuel Macron prend, avec la majorité à l'Assemblée nationale, avec le gouvernement, un certain nombre de mesures qui, au contraire, permettent de faire baisser effectivement, le chômage. Les premiers chiffres trimestriels ont été rendus hier, ils sont bons, mais je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant sur ce qu'il a dit. C'est pas qu'une pirouette de la part de François Hollande. Vous sentez bien quand même que cette étiquette de président des riches, elle lui colle à la peau. Mais je vois bien qu'un certain nombre d'opposants, et donc je pense que François Hollande se met dans la catégorie des opposants. François Hollande, aujourd'hui, c'est votre adversaire? Non, mais enfin, lui se place en opposant. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce que je pense que les Français auraient aimé qu'il tire vraiment les leçons. Son livre, je crois, s'appelle Les leçons du pouvoir. Qu'il tire vraiment les leçons de son mandat et qu'il dise voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché, voilà pourquoi je n'ai pas pu me représenter. C'est quand même ça la réalité. Mais surtout sur le fond, les mesures prises proposées par Emmanuel Macron, par son gouvernement, prises par la majorité à l'Assemblée nationale. Et les députés assument. C'est pas le président des riches, François. Quand vous baissez la taxe d'habitation de 11 milliards d'euros, eh bien, moi je le mets en comparaison, oui, disons-le, avec la baisse de l'impôt sur la fortune, puisque c'est ça, la fameuse mesure que tout le monde met en avant quand on veut dire le président des riches. En termes de priorité, on peut se poser la question. 3,5 milliards de baisse de l'impôt sur la fortune, où il y avait la baisse de l'impôt sur la fortune, sur la taxe d'habitation. Il y avait quand même la fin des APL, la fin des emplois aidés, la hausse de la CSG. En termes de message, malgré tout, dès le début, ça a posé le décor. Non mais la hausse de la CSG, c'est la hausse de 1,7% pour l'ensemble des Français, puisque c'est le principe de la CSG, tout le monde la paye. Revenu du travail, revenu des pensions, comme les retraites, mais aussi revenu du capital. Donc ça veut dire qu'on augmente. Alors donc ça, c'est une augmentation pour les riches, parce que plus vous avez d'épargne, plus vous avez de capital, plus vous allez payer de CSG. Mais en même temps, on baisse, dans le même temps, les cotisations, les charges, comme on dit souvent, sur les salaires. Et ça, Emmanuel Macron et nous, les candidats aux législatives, nous l'avons dit avant les élections, nous voulons augmenter le salaire net. Nous voulons que le travail paye plus. Nous voulons que celles et ceux qui travaillent gagnent plus. Il y avait un président qui avait dit « travailler plus pour gagner plus ». Eh bien nous le faisons. Finalement, avec la fiche de paye. Vous êtes sarkozyste. Eh bien, nous allons augmenter le salaire net, en bas de la fiche de paye. Alors, ça prend un peu de temps, parce que vous le savez bien, c'est fait sur plusieurs mois. À la limite, on aurait peut-être pu, en effet... Mais c'est peut-être ça que François Hollande n'apprécie pas beaucoup, le fait que vous soyez au fond sarkozyste. Non, je crois que ce qu'il n'apprécie pas beaucoup, c'est même pas, je ne sais pas s'il apprécie ou s'il n'apprécie pas, c'est que je vous dis, il s'est replacé plus que jamais en commentateur. Et il a d'ailleurs dit cela dans une émission humoristique. Voilà, donc un ancien président de la République va vendre son livre dans une émission qui est plutôt une émission humoristique. Il fait de l'humour. D'accord, mais est-ce que ça fait avancer? Non, ça n'est plus sa place. C'est pas la question, c'est est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Est-ce que ça fait avancer le schmilblick de la politique économique de la France, de la politique de réduction du chômage, de la politique du pouvoir d'achat? Non, c'est des commentaires. Parlons du plan banlieue, Jean-Louis Borloo qui le remet à Édouard Philippe ce matin. C'est une remise express. Il n'y avait pas de date. Finalement, un peu en catastrophe, ils ont réussi à trouver un créneau. Ça veut dire que ce n'était pas la priorité du gouvernement? Moi, je pense que ça doit l'être, en tout cas, parce que la question des quartiers, il faut le dire, d'ailleurs, parce qu'on dit les banlieues, on dit les quartiers, mais il faut dire les choses. C'est les grands quartiers d'habitat social, les grands quartiers HLM de France. Qui souffrent? Et qui, en effet, souffrent depuis des années. Qui, pour certains, sont à la dérive. Pour d'autres, au contraire, et grâce à différentes politiques menées par Jean-Louis Borloo, mais même commencées sous Lionel Jospin, on appelait ça les grands projets de ville, ces restructurations, destruction d'immeubles ou de tours, construction de logements neufs. Et ça, dans beaucoup de quartiers de France, ça a produit des effets positif, une amélioration de la qualité de vie pour celles et ceux qui vivent dans ces quartiers. Mais il y en a d'autres quand même à l'écart, que là-bas le taux de chômage soit 2, parfois 3 fois plus élevé que dans le reste du territoire. Les immeubles ne font pas tout. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous construisez ou que vous reconstruisez des nouveaux immeubles, il faut le faire.
parce que pour celles et ceux qui y vivent, c'est quand même mieux que les grands HLM des années 60 ou des années 70, les bars ou les tours. Et il faut continuer à le faire. Ça, Jean-Louis Borloo a raison. Moi, je le recevrai d'ailleurs bien volontiers. Je l'avais déjà reçu il y a quelques mois. C'est prévu ou... Oui, il m'en avait parlé à l'époque, avant de faire son rapport. Il m'a dit voilà ce que je veux faire, voilà dans quel sens il faut aller. Et il a raison. Mais il y a l'action, bien sûr, économique. Et vous savez que à l'initiative des députés de la majorité. Alors on va dire aussi que c'est les députés des riches. Eh bien, les députés de la majorité ont fait voter dans le dernier budget un amendement pour les emplois francs, c'est-à-dire la création d'emplois avec une aide financière pour les entreprises qui embauchent des gens issus des quartiers difficiles. Des quartiers qui ont été fléchés, on dit les quartiers politiques de la ville, parce qu'on fait toujours des périphrases, mais disons-le, les quartiers difficiles. Et puis par ailleurs, il faut le dire aussi, il y a l'action associative. Et puis enfin, disons-le également, l'action par rapport au communautarisme. Et ça, il y a un livre très intéressant que je recommande. Moi, je fais la publicité d'un autre livre, voyez-vous, La communauté, qui a été écrit par Raphaël Baquet et Ariane Chemin sur Trappes. Je suis en train de le lire, qui montre comment il peut y avoir une dérive communautariste. Ça s'appelle la communauté dans certains quartiers, dans certaines banlieues. Comment on y met fin ? Eh bien, il faut mener une politique très claire, très forte, très ferme sur la question. Ça passe par quelles actions précises ? Il faut refuser absolument tout ce qui nous emmène dans une logique religieuse, où on enferme d'ailleurs les gens dans une logique religieuse, où on dit, moi je peux vous dire, j'entends dans des collèges, y compris ou dans des lycées, des jeunes qui disent « Ah mais toi tu es de quelle religion ?» Et on veut toujours ramener les gens à une religion. Et quand quelqu'un dit, un jeune ou une jeune dit « Non, moi je suis athée », ah non c'est pas possible, tu as forcément une religion, tu es forcément catholique, tu es forcément juif ou juif, tu es forcément protestant, tu es forcément musulman ou musulmane. Non. Nous sommes d'abord des citoyens, après chacun peut avoir sa religion, mais quand on dit défendre la laïcité, lutter contre le communautarisme, on ne ramène pas les gens, d'ailleurs on ne travaille pas avec les gens dans les quartiers sur des bases religieuses. Et vous n'avez pas le sentiment sur ce point qu'Emmanuel Macron se méfie de la laïcité ? Non, je ne crois pas. Je crois que lui, il veut développer l'idée qu'il ne faut pas qu'il y ait de conflit entre l'État, entre le pouvoir politique et les religions. Mais du coup, il est très prudent. Il ne faut pas qu'il y ait de conflit entre les religions. Vous voudriez qu'il s'engage davantage ? Et ça, il a raison. Mais moi, je m'engage, en tout cas, moi je parle pour moi, et je m'engage pour la laïcité. Mais je m'engage contre le communautarisme parce que je vois cette dérive. Et encore une fois, d'ailleurs, je fais la publicité gratuite pour ce livre, La communauté, qui est très intéressant parce qu'il montre l'évolution depuis les années 60. Est-ce qu'il y a un problème quand même globalement de cohésion des territoires en France ? Ah mais bien sûr, mais pas qu'en France. Partout. Regardez aux États-Unis. Emmanuel Macron est aux États-Unis. Vous avez vu la carte des États-Unis quand Donald Trump a été élu ? Madame Clinton, Hillary Clinton, a fait parfois 80-90% des voix dans les grandes villes. À San Francisco, à New York. Et Donald Trump, lui, a fait des scores inversement extrêmement forts à la campagne, dans les petites villes. Regardez en Europe. J'étais lundi et mardi à un sommet des présidents des assemblées nationales d'Europe, des 28 États membres de l'Union européenne. Ils font le même constat que vous ? En Autriche, par exemple, là aussi, parti d'extrême droite assez fort. Eh bien, c'est la différence entre les villes, Vienne, et la campagne ou les petites villes. De fait, le constat, c'est quand même qu'Emmanuel Macron est de fait, ne serait-ce que par l'élection, par le mandat que lui ont donné les électeurs, le président des électeurs des villes. Vous savez que c'est faux. Non mais là je vous invite à regarder les résultats des élections, des dernières élections présidentielle, Emmanuel Macron est le candidat qui, lui, a un score le plus homogène sur le territoire. Mais Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Fillon, eux avaient des scores très marqués. Mais quand on s'éloigne, il y a une étude qui est passionnante, quand on s'éloigne d'une station de gare, d'une gare de train, plus on en est éloigné, plus on vote Marine Le Pen, plus on en est proche et plus on vote Emmanuel Macron. Donc il y a quand même un problème. Le train est un facteur de démocratie. Sur la question du territoire. Plus sérieusement, là vous avez raison, c'est qu'il y a un enjeu permanent d'unité nationale. Et en tant que président de l'Assemblée nationale, moi je veux œuvrer aussi pour l'unité nationale. Il y a la diversité territoriale, la diversité des opinions politiques qui parfois se croisent, mais il y a des enjeux d'unité nationale, de cohésion nationale. Il faut tout le temps ramener tout le monde autour du projet commun de la France. Et chacun doit savoir que ce que nous faisons aujourd'hui, à l'Assemblée, avec le gouvernement, pour développer l'économie, pour saisir des opportunités en matière de formation, la politique aussi urbaine, eh bien, ça a pour but de permettre à tous les Français d'avoir un avenir. Et ce n'est pas facile, parce que tout le monde n'a pas la même perception, selon qu'on habite, en effet, dans un HLM dans la banlieue parisienne, ou dans une petite maison, dans une campagne où la densité de population est très faible, ou dans une grande ville dynamique, ou dans une ville qui est en déclin. Donc, il faut tout le temps œuvrer pour rassembler tout le monde. Vous êtes élu
élu nantais. Notre-Dame-des-Landes, la situation qui reste tendue, qui est quand même loin d'être réglée. Les zadistes ont déposé, pour certains d'entre eux, des dossiers pour des projets agricoles. Finalement, ça veut dire que la ZAD, elle va rester aux zadistes ? Pas du tout. Justement, et s'il y a d'ailleurs un conflit, et si même l'État a fait intervenir la gendarmerie, c'est pour cette raison. C'est parce qu'un certain nombre de gens ne veulent pas rentrer dans une démarche maintenant de retour à la normale. Puisqu'en fait, c'est ça. Le sujet, c'est le retour à la normale. À Notre-Dame-des-Landes, on avait une situation anormale, à bien des égards, depuis d'ailleurs une dizaine d'années. Enfin, vous savez que la ZAD, d'ailleurs, s'est créée sous Nicolas Sarkozy et François Fillon. Oui, mais le gouvernement leur laisse quand même leur lâche pas mal de lest. On a entendu ce matin le Premier ministre Édouard Philippe qui a dit qu'il laisserait finalement jusqu'au 14 mai. Encore, on repousse un peu plus l'ultimatum. Alors, comme il était sur une autre radio, moi je ne l'ai pas entendu. C'est le 14 mai que la préfète va recevoir les zadistes pour étudier les dossiers qu'ils ont déposés. D'ici là, ils peuvent encore rester. Ça veut dire qu'on repousse encore un peu et que si leurs dossiers sont acceptés, en quelque sorte, c'est une manière de dire que c'est eux qui restent. Non, mais la priorité, c'est le retour à la normale. Retour à la normale sur les routes. Il y avait des routes barrées. Elles ne le sont plus grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Le retour à la normale, c'est le fait que maintenant, on puisse avoir une activité agricole. Vous trouvez que ça y est, c'est revenu à la normale ? Mais c'est en cours. Non, c'est en cours. C'est en cours. Après, est-ce que c'est à 1 ou 2 semaines près ? Je comprends que vu de Paris, vu depuis un certain nombre de commentateurs ou d'opposants politiques, là aussi. Ça a pas assez duré quand même, François de Rugy ? Ah mais ça faisait, je vous l'ai dit, 10 ans que ça durait. Alors si on doit prendre 1 semaine de plus ou 2 semaines de plus pour le retour à la normale, alors qu'on avait laissé plusieurs gouvernements, plusieurs présidents de la République avaient laissé une situation totalement anormale s'installer et se développer sur place. Franchement, je crois que c'est pas ça le problème. Mais est-ce que la situation normale, ce sera finalement des zadistes normalisés ? Ça veut dire qu'au fond, vous allez leur laisser ce territoire d'une autre manière ? Moi, je le dis depuis des années. Derrière le mot zadiste, derrière la ZAD. D'ailleurs, plus personne ne sait ce que ça veut dire. Vous savez qu'au départ, ça voulait dire la zone d'aménagement différé. Puis c'est devenu zone à défendre. Ça, c'est ce que disaient les zadistes. Eh bien, il y a des gens qui sont des utopistes ou qui sont des gens qui veulent expérimenter, qui une production agricole, qui une production artisanale. Puis il y a d'autres qui sont cagoulés, armés, violents et qui veulent aller au conflit, au combat avec l'État. Bon, ça, c'est des anarchistes. D'ailleurs, Nicolas Hulot a dit l'écologie, c'est pas l'anarchie, c'est pas l'écologie. Et il a bien raison. Donc, le tri est en train de se faire entre celles et ceux qui, en effet, veulent expérimenter, mais qui devront rentrer dans un cadre légal fixé par l'État, par la préfète, par la Chambre d'agriculture, avec les agriculteurs historiques qui sont là depuis des années, qui étaient des opposants au projet d'aéroport, mais qui, eux, ont toujours fait de l'agriculture et comptent bien continuer à le faire. Et puis, ceux qui sont une minorité violente, des activistes, qui, eux, partiront que de gré ou de force. François de Rugy, vous avez incarné l'écologie, vous l'incarnez encore aujourd'hui. Vous trouvez ça normal que Nicolas Hulot n'ait pas été dans les bagages d'Emmanuel Macron aux États-Unis ? Alors écoutez, ce n'est pas moi qui compose les délégations du président de la République. Si ça avait été vous l'auriez mis. Bon, écoutez, j'imagine que tous les ministres ne vont pas non plus se déplacer lorsqu'il y a un déplacement de ce type. Franchement, alors là, moi, je n'ai aucun commentaire à faire sur ce genre de choses. Mais le climat aux États-Unis, la personnalité de Nicolas Hulot, c'était pas justement un atout. Quelqu'un comme Bernard Arnault était dans la délégation, mais pas Nicolas Hulot. Ça, vous vous dites pas, il aurait dû faire partie des priorités, quoi. Vous savez aussi que là, qu'il y a des chefs d'entreprise dans tous les voyages de tous les présidents de la République, mais il y a des chefs d'entreprise. Donc ça, et heureusement, parce que ce sont les entreprises françaises dont on valorise, et moi je pense que le président de la République a raison de valoriser les réussites, l'excellence française. Bon, bien sûr, après, valoriser l'écologie, ça aurait peut-être été pas mal, non ? J'espère que vous ne soupçonnez quand même pas Emmanuel Macron de faiblesse sur ce sujet, notamment vis-à-vis de Donald Trump. Il a été le premier dirigeant occidental, et il a pris la tête, d'ailleurs, il a un leadership sur l'écologie dans le monde, aujourd'hui sur les questions écologiques dans le monde. Quand Donald Trump s'est retiré de l'accord de Paris sur le climat, c'est Emmanuel Macron qui a réagi le premier. Certains d'ailleurs l'avaient moqué parce qu'il a fait une réaction en français et en anglais. Mais il a bien fait parce qu'il s'est adressé au monde entier, immédiatement. Et vous savez quand même, parce que c'est ce qui compte, c'est le résultat, qu'aucun pays n'a suivi les États-Unis. C'est ce que l'on craignait, que les États-Unis, Donald Trump, ouvrent une brèche dans l'accord de Paris sur le climat et que cet accord se désagrège. Or, heureusement, il n'a pas été suivi et, par ailleurs,
et c'est aussi un des résultats de ce voyage, Donald Trump a dit qu'il était prêt peut-être à revenir dans l'accord de Paris, sans doute en renégociant tel ou tel aspect, mais à faire revenir les États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, Donc, la d'ailleurs, porte est ouverte. les gouverneurs des États, les maires sont très actifs et eux réclament l'application de cet accord de lutte Donc, contre ça l'effet de viendra serre. peut-être de la population et des maires. Parlons des institutions, François de Rugy. La réforme des institutions qui est présentée, qui devrait aboutir. 15% de proportionnel pour les députés. Le droit d'amendement qui va être quand même plus encadré. Raccourcissement des navettes. Maîtrise accrue de l'ordre du jour. C'est vendu comme plus d'efficacité. Est-ce que c'est pas en réalité une manière d'affaiblir le Parlement ? Non, ce que nous voulons, d'abord, il faut toujours le redire, c'est transformer le système politique. Parce que nous menons des transformations. L'Assemblée nationale vote des transformations importantes. La dernière en date, la SNCF, par exemple, tout le système ferroviaire. Et on ne va pas, dans le même temps, dire le seul secteur que l'on ne transformerait pas, ce serait le système politique. Nous sommes ceux qui transformeront le système politique français alors que ça n'a pas été fait ou que souvent ça a été fait vraiment acculé devant la pression extérieure par le passé. Ça, c'est l'objectif. Il est louable. Oui, mais non, mais c'est pas que l'objectif. On s'en donne les moyens parce qu'il ne s'agit pas que de le dire. Nous travaillons là-dessus depuis des mois. Et moi, je remercie. Vous travaillez ne serait-ce que dans le règlement même de l'Assemblée nationale que vous Tout avez y fait passera. Beaucoup évoluer, Oui. que vous continuez à faire évoluer. Depuis 8 mois. Mais restons sur cette réforme des institutions. Concrètement, je vous redis, le droit d'amendement encadré, Oui. raccourcissement des navettes, maîtrise accrue de l'ordre du jour, certes, efficacité, mais c'est aussi une manière pour l'exécutif de resserrer les rangs et de tirer davantage les ficelles, non ? Non, mais sur la question des amendements, vous voyez, j'ai amené quelques chiffres. Il y a une dérive depuis des années. On a maintenant des dizaines de milliers d'amendements par mandat, alors qu'autrefois on en avait quelques milliers. En Allemagne, j'échange beaucoup avec mes homologues. Il y a eu, vous savez qu'en 4 ans, dans le précédent mandat, il y a eu 200 amendements en 4 ans tout débattus dans l'hémicycle. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de choses sont d'abord débattues en commission et qu'on ne refait pas ensuite. Déjà écouté avant. Et est-ce que le problème, c'est que là, il faudrait que le dialogue soit plus en amont ? Il y a eu des dérives dans le fonctionnement qui font que les Français ont le sentiment que notre Assemblée, le Parlement, est en quelque sorte en situation d'impuissance. L'impuissance politique, voilà un motif pour les Français de mécontentement et ensuite de dire, eh bien, puisque c'est comme ça, on va voter pour les extrêmes ou on va s'abstenir. Donc vous ne craignez pas du tout, François de Rugy ? Ce que je souhaite pour ma part, c'est qu'on ait un Parlement plus efficace pour avoir une politique plus efficace. Dans un Parlement plus efficace, il y a le fait de ne pas s'éterniser, s'enliser dans les procédures qui n'en finissent pas, mais il y a aussi le fait de mieux contrôler, de mieux évaluer l'action publique, l'action de l'État, l'action des ministères, l'action de l'administration. Pas assez. Et donc, c'est un sujet sur lequel les députés à l'Assemblée nationale sont très mobilisés. Il y a des députés de toute tendance, d'ailleurs, qui font des propositions, par exemple, sur l'examen du budget, pour que, avant l'examen du budget pour l'année suivante, on fasse le bilan du budget voté l'année d'avant. Ça sera fait, l'efficacité de la dépense publique. Vous n'êtes pas encore complètement sûr. Parce qu'on parlait tout à l'heure des impôts et des taxes, et on ressortait cette histoire des... au bout, la vérité, c'est quoi quoi ? Ça marche. C'est qu'en France, on est le pays d'Europe qui dépense le plus de dépenses publiques, le plus d'impôts, et sur lequel on travaille le moins sur la question de l'efficacité de la dépense publique. Efficacité de la dépense publique dans le ferroviaire, pour le train, 14 milliards de subventions tous les ans, et 50 milliards d'euros de dette. Il y a quelque chose qui ne va pas. On pourrait le dire aussi pour l'éducation nationale, on pourrait aussi le dire pour la santé. Donc ça sera le travail du Parlement demain, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Avez-vous aujourd'hui des garanties ou est-ce que c'est pas encore gagné ? Je vais vous dire, les garanties, comme vous dites, du Parlement, c'est le Parlement qui va se les donner. Nous n'avons aucune raison d'attendre que le gouvernement nous les octroie. Vous savez, une réforme de la Constitution, c'est un projet du gouvernement sur lequel nous avons beaucoup travaillé en amont, mais c'est surtout le Parlement, mais vous aviez fait Assemblée des nationale propositions et Sénat. Qui, pour l'instant, ont été retoquées. Vous aviez proposé la planification indicative chaque trimestre des travaux du Parlement. Vous aviez demandé à ce que la Cour des comptes soit mise à la disposition également du Parlement. Pourquoi ça vous a été refusé ? Parce que l'exécutif a peur du Parlement ? Oh, vous savez, dans nos institutions, depuis 60 ans, qu'il y a la constitution de la Ve République, les gouvernements, quels qu'ils soient, quelle que soit leur couleur politique, n'ont pas une culture parlementaire très développée.
Et vous voyez que je dis les choses de façon vous très y modérée. mettez une sorte de litote. Et donc, nous, notre souhait et notre volonté, c'est d'avoir encore une fois un Parlement plus efficace. Pour avoir une politique plus efficace, eh bien, il faut que l'on puisse avoir davantage de possibilités, donc de pouvoir, de contrôle, d'évaluation, de travail en amont. Moi, je l'ai dit sur un certain nombre de textes, et nous, ce n'est pas dans le texte du gouvernement, et nous allons le rajouter, que le gouvernement soit obligé de présenter 1 à 2 fois par an son programme de travail. Voilà quelles sont les lois sur lesquelles je vais demander au Parlement de travailler. Eh bien, les députés pourront travailler en amont. Réforme des institutions. Oui, et je l'ai dit, la balle, c'est le gouvernement. Bon, il fait un texte. Maintenant, la balle est dans le camp du Parlement. Nous allons saisir la balle au bon. Qui vous laisse aussi la saisir, quoi. Et croyez-moi, elle ressortira du Parlement regonflée à bloc. Le ballon sera beaucoup plus gonflé et du coup, il rebondira beaucoup mieux. Merci beaucoup, François de Rugy, d'avoir été avec nous. Vous portez un badge DD Duo Day. Toute la journée, vous aurez une personne handicapée qui est étudiant à Sciences Po qui vous accompagnera. C'est une initiative à laquelle nous participons également. 8h56 RMC BFM TV.